Et si l'espérance de vie humaine doublait du jour au lendemain? Pas un rêve lointain, pas une promesse vague des laboratoires du futur, non. Une découverte concrète, validée, déployée. Un traitement capable de prolonger la vie jusqu'à 150 ans. Ce qui semblait réservé aux mythes et aux légendes devient réalité. Et avec cette réalité, une question vertigineuse. Dans un monde où personne ne meurt, que reste-t-il à vivre? Au début, c'est un miracle. Les chaînes d'information s'emballent. La fin de la vieillesse titrent les journaux. Les conférences de presse ressemblent à des messes. Le médicament est présenté comme la victoire ultime de la science sur la biologie. Les laboratoires diffusent des images de souris rajeunies, de cellules régénérées, de tissus cicatrisant en quelques heures. Les premiers essais humains confirment, le corps résiste mieux, les organes se réparent, les rides s'effacent. Les médecins parlent de seconde jeunesse, de révolution biologique. Les foules s'arrachent le traitement. Les files d'attente s'étirent devant les hôpitaux. Les plus riches payent des fortunes pour être parmi les premiers. Les gouvernements investissent des milliards pour distribuer les doses. Et bientôt, l'annonce tombe. L'humanité peut désormais atteindre 150 ans. Les premières années sont euphoriques. Les quinquagénaires se sont à nouveau trentenaires. Les retraités reprennent des études, fondent des entreprises, voyagent. Les familles se recomposent. Des arrière-grands-parents jouent avec leurs arrière-arrière-petits-enfants. Les artistes, les savants, les inventeurs bénéficient d'un temps infini pour perfectionner leurs œuvres. L'humanité croit entrer dans un âge d'or. Mais très vite, une première fissure apparaît. Car si l'on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Les systèmes de retraite s'effondrent, impossible de financer 100 ans d'inactivité. Les États imposent des carrières qui durent jusqu'à 110 ou 120 ans. Les jeunes, eux, n'ont plus de place. Les postes sont occupés par des doyens qui refusent de céder leur siège. La société se fige. Dans les entreprises, les comités de direction deviennent des conseils de vieillards centenaires, toujours lucides, mais arc-boutés sur leurs certitudes. Dans les parlements, les mêmes figures occupent les bancs pendant un siècle. La jeunesse étouffe, privée de perspective. Les rêves de révolution s'éteignent, car les générations en place ne disparaissent plus, et une nouvelle peur s'installe. Et si l'avenir appartenait désormais aux anciens? Les familles se transforment. Dans une maison, 5, parfois 6 générations cohabitent. Les arbres généalogiques deviennent des labyrinthes. On fête l'anniversaire d'un ancêtre de 130 ans, entouré de centaines de descendants. Mais derrière la fête se cache un malaise. Les héritages sont gelés. Pourquoi transmettre sa fortune quand on a encore 50 ans devant soi? Les jeunes vivent dans une attente interminable, condamnés à patienter pour accéder aux biens, aux maisons, aux entreprises. Le temps devient un verrou. Les mariages changent aussi. S'engager pour la vie, quand la vie dure 150 ans, n'a plus le même sens. Beaucoup refusent le couple traditionnel, d'autres se marient plusieurs fois, enchaînant des unions successives, mais chaque rupture laisse des cicatrices qui s'accumulent. On découvre que les cœurs, eux, ne rajeunissent pas aussi facilement que les cellules. Les villes étouffent. La population explose, car la mort ralentit, mais les naissances continuent. Les gouvernements imposent des quotas d'enfants. Les débats deviennent violents. Qui a le droit de donner la vie quand personne ne quitte ce monde? Les plus jeunes dénoncent une injustice. Nos aînés nous volent notre avenir. Les plus âgés répondent « Nous avons travaillé pour vivre, nous avons le droit à cette longévité ». La fracture générationnelle devient un gouffre. Dans les rues, on voit des visages sans âge. Des hommes et des femmes de 90 ans qui en paraissent 40. La vieillesse visible disparaît, mais la vieillesse réelle demeure. Derrière les peaux lissées, les cerveaux accumulent des décennies de souvenirs, de regrets, de rancunes. La société devient un monde de vieillards, aux corps jeunes, mais aux âmes fatiguées. Puis vient l'ennui,
Car vivre 150 ans, ce n'est pas seulement survivre, c'est répéter. Les carrières s'allongent, mais deviennent cycliques. On recommence les mêmes tâches, les mêmes projets, encore et encore. Les amours se succèdent, se ressemblent, s'usent. Les passions s'éteignent. Même les voyages perdent leur magie. À quoi bon visiter un pays quand on sait qu'on aura tout le temps d'y retourner 10 fois? La dépression devient l'épidémie du siècle. Les psychiatres parlent de fatigue temporelle. Des hommes et des femmes, pourtant en parfaite santé, se laissent mourir, incapables de supporter la longueur de leur existence. Car le corps est jeune, mais l'esprit, lui, se lasse. Les gouvernements réagissent. Ils créent des programmes d'occupation, nouvelles formations, nouvelles carrières, nouveaux loisirs. Ils inventent même des effaceurs de mémoire, permettant d'oublier volontairement certaines décennies pour redonner de la saveur à la vie. Mais cette pratique divise. Certains acceptent, d'autres refusent. Sans mémoire, suis-je encore moi? La question hante la société. Dans l'armée, une autre dérive surgit. Les soldats de 18 ans deviennent des vétérans de 100 ans, ayant accumulé une expérience militaire incomparable. Les guerres changent de nature. Menées par des stratèges quasi immortels, elles s'éternisent, car aucun camp ne vieillit assez pour céder. Le monde entre dans des conflits sans fin, figés dans le temps comme les corps qui les mènent. Puis vient la catastrophe silencieuse. Car si l'homme vit plus longtemps, il consomme plus longtemps. Les ressources s'épuisent. L'eau, les terres, l'énergie, les forêts disparaissent, les océans se vident, la planète ploie sous le poids d'une humanité qui refuse de mourir. Les plus jeunes accusent les anciens. « Vous ne partez jamais et vous détruisez tout !» Les anciens rétorquent « Vous vivrez aussi longtemps que nous, c'est votre avenir également. » Mais personne ne veut céder. Alors apparaissent des mouvements radicaux. Des groupes qui prônent le retour à une vie courte. Certains sabotent les laboratoires, détruisent les stocks du traitement, forcent leurs membres à refuser la longévité. D'autres, au contraire, réclament encore plus. 200 ans, 300 ans. L'humanité se divise entre les vivants éternels et ceux qui choisissent de mourir. Et puis la boucle se referme. Car les gouvernements comprennent qu'ils peuvent utiliser la longévité comme une arme de contrôle. Le traitement n'est plus distribué librement. Il devient conditionné à l'obéissance. Les dissidents en sont privés, condamnés à vieillir et mourir à l'ancienne. Les citoyens dociles, eux, obtiennent le droit de vivre 150 ans. La longévité devient la nouvelle monnaie politique. Le monde bascule dans une dystopie. Un univers où la jeunesse n'existe plus, où l'avenir est confisqué par ceux qui refusent de partir, où la vie n'est plus un don, mais un privilège accordé par le pouvoir. Un soir, un vieillard de 140 ans, toujours debout, contemple un monde figé, autour de lui des générations entières patientes, étouffe, espère une place qui ne viendra jamais. Il écrit sur un carnet « Nous avons gagné du temps, mais en gagnant du temps, nous avons perdu l'essence même de la vie. Car vivre n'a de sens que si la mort existe. » Le carnet est confisqué, l'homme disparaît. Mais ces mots continuent de circuler en secret, transmis de main en main. Vivre 150 ans, c'est condamner l'humanité à devenir un monde de vieillards. Alors, et si nous vivions 150 ans? Ce ne serait pas un rêve, ce ne serait pas un miracle, ce serait peut-être le début d'un cauchemar où l'humanité, croyant vaincre la mort, se retrouverait prisonnière de sa propre longévité.